La lumière du matin éclairait doucement la pelouse du village, se reflétant sur le laiton poli du vélo du facteur et sur la rosée qui recouvrait les haies comme un voile délicat. La ruelle de Saint Mildred était encore plongée dans le silence des premières heures du jour, calme, ordonnée, pleine d'espoir. Et pourtant, avant que l'horloge de l'église n'ait fini de sonner 8 heures, quelque chose vint troubler le calme. Un étrange reflet argenté à la porte de mademoiselle Marple, comme si un fragment de clair de lune s'était égaré. C'était un miroir ovale, ancien, encadré d'étain terni, appuyé contre la clôture blanche comme s'il s'y était rendu tout seul. Mademoiselle Marple s'arrêta, ses gants de jardinage à la main, et regarda l'objet d'un air pensif. Les miroirs, comme elle le constatait souvent, étaient des objets gênants. On aimait rarement ce qu'on y voyait, surtout si on avait passé sa vie à cultiver d'agréables illusions. Elle s'approcha. Un ruban bleu pâle pendait du cadre, décoloré, effiloché et étrangement abandonné. Sur le ruban, quelqu'un avait écrit, d'une écriture précipitée, « Pour celui qui se souvient des anciens vœux ». Un rouge-gorge chantait à proximité, indifférent au message qui flottait dans l'air. Le motif avait commencé son travail silencieux. Mademoiselle Marple souleva le miroir avec précaution, observant la façon dont le verre ondulait comme s'il était légèrement déformé. Il n'était ni cassé, ni fissuré, simplement perturbé. Un miroir qui reflétait la vérité de manière inégale, pensa-t-elle, pouvait être bien plus révélateur qu'un miroir parfait. « Bonjour, mademoiselle Marple », lança Colin Brent de la laiterie en passant à vélo. Il jeta un coup d'œil au miroir, ralentit, puis fit demi-tour. « Ce n'est pas le vôtre, n'est-ce pas ? Il semble que quelqu'un pense que ça devrait l'être, » répondit-elle doucement. Il l'examina en fronçant les sourcils d'un air enfantin. « Ça me donne des frissons. On dirait quelque chose sorti d'un conte. » Puis, avec un rire embarrassé, il repartit à vélo, laissant derrière lui un sentiment d'incertitude. Mademoiselle Marple emporta le miroir dans son salon et le posa délicatement contre une chaise. Il se pencha en arrière, lui montrant son propre visage serein, adouci par l'âge, stabilisé par l'expérience. Mais derrière son reflet, la pièce s'assombrit étrangement, comme si le miroir se souvenait d'une lumière différente. Avant qu'elle n'ait pu y réfléchir davantage, on frappa à la porte, d'un coup sec et pressant, contrairement à la politesse habituelle du village. Lorsqu'elle ouvrit la porte, elle trouva madame Lydia Ferncombe, debout sur le perron, les joues pâles, les mains tremblantes autour de la poignée de son sac à main. « Mademoiselle Marple, » dit-elle à voix basse, « puis-je entrer ? Je pense qu'il s'est passé quelque chose à la vieille maison Benson. » Mademoiselle Marple s'écarta avec une hospitalité tranquille. Lydia entra comme une femme, avançant dans le brouillard, prudemment, avec hésitation, essayant de ne pas trébucher sur ce qu'elle n'avait pas encore avoué. « La vieille maison Benson ?» demanda gentiment mademoiselle Marple. « Elle est vide depuis des années. »« Vide » répéta Lydia, « mais pas intacte. Plus maintenant. » Elle s'assit sur le canapé, lissant ses gants comme pour se remettre de ses émotions. Son regard se posa sur le miroir, et ses yeux s'écarquillèrent légèrement. « Oh, d'où vient-il ? Il est arrivé il y a moins de 10 minutes, » répondit mademoiselle Marple. « Sans prévenir. » Lydia serra les mains. « Le même ruban. Bleu. Je l'ai vu hier. » Mademoiselle Marple attendit, laissant le silence faire ressortir la vérité. « Je marchais près de Benson House, » continua Lydia, « parce que j'y vais parfois. Ma mère chantait dans le jardin quand j'étais petite. C'est idiot, bien sûr. » Son sourire trembla. Une indulgence sentimentale. « Les souvenirs ont leur droit, » dit mademoiselle Marple avec gentillesse. Lydia acquiesça avec gratitude, puis baissa la voix. Il y avait une silhouette à la fenêtre. Pas un fantôme, ne croyez pas que je sois fantaisiste, mais quelqu'un qui se tenait parfaitement immobile. Et à côté de lui,
un miroir, de cette forme précise, avec ce cadre précis. Mademoiselle Marple regarda pensivement la courbe en étain. Cette silhouette vous semblait-elle familière? Je ne pouvais pas voir son visage. Le soleil était derrière elle. Lydia frissonna légèrement. Mais quand je me suis approché de la maison, elle avait disparu. Et la porte? La porte était entr'ouverte. Ouverte? Oui. Et quelque chose était tombé à l'intérieur. Quelque chose qui avait fait un bruit effrayant, comme un vase qui se brise, ou une personne. Le rouge-gorge à l'extérieur gazouilla à nouveau, d'une voix trop enjouée pour l'atmosphère pesante qui régnait dans la pièce. Mademoiselle Marple croisa les mains, absorbant chaque détail avec la précision tranquille qui avait si souvent déstabilisé les meurtriers et réconforté les innocents. « Êtes-vous entré ?»« Non. J'ai senti que ce n'était pas bien. Je me suis dépêché de partir. Mais hier soir, elle retint son souffle. J'ai reçu un mot. Il disait simplement « Les vœux ont été rompus. La dette est due. » L'expression de mademoiselle Marple resta sereine, mais une fine ligne de pensée se tendit en elle. Des vœux rompus, des dettes à payer, un miroir déformé à porter à sa porte. Ces choses arrivaient rarement séparément. La nature humaine, réfléchit-elle, regroupait ses problèmes aussi étroitement que ses secrets. Elle traversa la pièce jusqu'à la cheminée et alluma une petite lampe malgré la luminosité matinale. Lydia l'observait, déconcertée par ce rituel délicat. « La lumière nous aide à réfléchir, » murmura mademoiselle Marple. « Et réfléchir, ma chère, est notre meilleure défense. » Lydia esquissa un sourire, bien que la peur se lisait dans son attitude. « Croyez-vous que quelqu'un soit en danger ?»« Dans les villages, » répondit mademoiselle Marple en ajustant la mèche de la lampe. Le danger est souvent présent bien avant que quiconque ne s'en aperçoive. Mais il commence presque toujours par un trouble. Son regard se posa sur le miroir. Sa surface semblait scintiller faiblement, renfermant un souvenir sous son verre, comme un souffle emprisonné depuis trop longtemps. On frappa à nouveau à la porte, cette fois-ci d'un ton vif et officiel. L'inspecteur Graves entra avec sa politesse habituelle, mais son regard se fit immédiatement plus vif lorsqu'il aperçut Lydia. « Madame Ferncombe, mademoiselle Marple. » Il salua d'un signe de tête. « J'ai bien peur d'avoir des nouvelles inquiétantes. Un corps a été retrouvé à Old Benson House. » Lydia porta la main à sa bouche. L'expression de mademoiselle Marple resta inchangée, mais le calme dans ses yeux s'intensifia. Un homme, poursuivit Graves, non identifié pour l'instant, et à côté de lui, il s'interrompit, perplexe. Un miroir, fêlé en son centre. Mademoiselle Marple inclina la tête. Comme c'est suggestif. Graves cligna des yeux. Suggestif? Les gens, dit-elle, choisissent rarement leur symbole par hasard. L'inspecteur expira bruyamment. Mademoiselle Marple, si vous avez senti quelque chose d'anormal avant ce matin. Un miroir est arrivé à ma porte, dit-elle simplement. Graves et Lydia se tournèrent vers lui, comme si le verre allait parler. Il ne faisait que refléter leur image à tous les trois. Lydia pâle, Graves troublé, mademoiselle Marple calme mais intérieurement alerte. Dehors, une brise soufflait, effleurant légèrement la vitre, apportant l'écho lointain d'un murmure inachevé, comme un serment prononcé il y a longtemps et qui revenait maintenant pour être tenu. Les paroles de l'inspecteur Graves n'avaient pas fini de résonner dans la pièce que mademoiselle Marple se leva, d'un mouvement doux, précis et sans la moindre hâte. Lydia Ferncombe resta assise, figée dans l'immobilité, tandis que l'inspecteur se dandinait maladroitement d'un pied sur l'autre, comme s'il ne savait pas s'il devait s'excuser, continuer ou simplement rester debout et laisser la nature humaine complexe du village se dévoiler devant lui. Mademoiselle Marple ne parla pas immédiatement. Elle s'avança vers le miroir en prenant soin de ne pas répéter les gestes ou les phrases qui avaient déjà été prononcées quelques instants auparavant.
Ses doigts flottèrent juste au-dessus du bord, en étain. Le verre frémit, non pas physiquement, mais de manière perceptible, retenant les trois reflets, comme si un mince voile les séparait de leur véritable identité. Elle pencha légèrement la tête. « Inspecteur, vous avez dit que le miroir sur les lieux était fissuré. »« Oui, une fracture nette. » Grave se frotta la nuque. « C'est étrange de laisser une telle chose à côté d'un cadavre. À moins que ce ne soit pour être vu, » murmura mademoiselle Maple, d'un ton plus contemplatif que sinistre. Lydia déglutit péniblement. « A-t-il été assassiné ?» Graves hésita. Miss Marple rompit le silence d'un souffle léger. « Inspecteur Graves ?» dit-elle d'une voix suffisamment chaleureuse pour rassurer, mais suffisamment froide pour guider. Serait-il exact de dire que cette mort est suspecte? Il expira. « Oui, il y a des traces de lutte, et la manière dont il est tombé... » Il secoua la tête. « Disons que cela ne ressemble pas vraiment à un accident. » Lydia pressa ses mains gantées l'une contre l'autre. Son reflet dans le miroir semblait plus petit, diminué, troublé, pris entre la confession et la terreur. « Connaissiez-vous cet homme, Madame Ferncombe ?» demanda Graves doucement. « Non, » répondit-elle trop rapidement. Puis, voyant l'inspecteur hausser les sourcils, elle ajouta d'une voix tremblante. « Du moins, pas à ma connaissance. Je n'ai pas vu son visage hier, seulement sa silhouette. Je le jure. » Mademoiselle Marple observa à nouveau le reflet de Lydia, remarquant la petite tension révélatrice dans ses épaules. Les secrets avaient du poids. Même les femmes les plus douces les portaient de manière inégale. Le miroir, malgré sa déformation, voyait clair dans cette posture. « Inspecteur, » dit doucement mademoiselle Marple, « puis-je suggérer que nous raccompagnions madame Ferncombe chez elle? Elle ne devrait pas rester seule après un tel choc. » Lydia se leva aussitôt, soulagée, et respira plus librement. « Merci, mademoiselle Marple. » Mais alors qu'ils se dirigeaient tous vers la porte, le miroir refléta la lumière de manière étrange, projetant une faible bande lumineuse le long du bord de la pièce. Lydia s'arrêta brusquement et se retourna, le regard rivé sur le verre déformé. Pendant un instant, l'espace d'un battement de cœur, son reflet sembla se dédoubler, comme si une autre silhouette se tenait derrière elle, floue, indistincte, se penchant vers elle comme pour lui murmurer quelque chose à l'oreille. Elle eut le souffle coupé. Graves se retourna. « Qu'y a-t-il » ? Je... Lydia secoua violemment la tête. « Rien. Je dois simplement être surexcitée. Ce n'était que mon imagination. » Mademoiselle Marple, qui avait suivi le regard de Lydia, ne la contredit pas. Certaines vérités avaient besoin de temps avant d'être admises. Alors qu'ils sortaient, la lumière du soleil les accueillit avec un contraste presque théâtral. La tranquillité de St. Mildred's Lane semblait soudainement observatrice. Les jardins étaient trop calmes, les rideaux légèrement tirés. Le village retenait son souffle alors que la nouvelle se préparait à se répandre silencieusement. Les ragots n'avaient pas besoin d'autorisation. Ils s'agitaient dès que la peur s'approchait suffisamment pour les sentir. Colin Brent repassa à vélo, plus lentement cette fois, sa curiosité juvénile aiguisée par la vigilance. « Tout va bien, mademoiselle Marple. »« Madame Ferncombe ?» Grave s'éclaircit la gorge. « Ce sont juste des affaires officielles, Brent. » Mais le regard de Colin se posa sur le visage pâle de Lydia. « Est-ce que cela concerne la maison sur la colline ? Les gens en parlaient. Quelque chose à propos d'un cri hier soir. »« Un cri ?» répéta Graves d'un ton sec. Colin rougit. Seulement ce que madame Larkin a dit. Elle pensait avoir entendu quelque chose. Mais vous savez comment le son se propage près des vieux murs de pierre. Mademoiselle Marple acquiesça d'un air pensif. « Merci, Colin. Cela m'est très utile. »
Il se réjouit d'avoir été pris au sérieux, puis s'éloigna à vélo avant que l'inspecteur ne puisse lui poser d'autres questions. Ils raccompagnèrent Lydia chez elle, passèrent devant la boulangerie d'où s'échappaient des odeurs chaudes, comme la promesse de soucis plus simples, puis devant le presbytère où les rosiers brillaient sous le soleil matinal. Le village semblait inchangé en surface, paisible, joli, tout à fait ordinaire. Et pourtant, une vague s'était propagée, faible mais indéniable. Des vœux rompus, des dettes à payer, des miroirs qui apparaissent sans y être invités. À la porte de Lydia, la veuve saisit la main de mademoiselle Marple. « S'il vous plaît, passez me voir plus tard. Je ne supporte pas le silence. »« Je le ferai, » lui assura mademoiselle Marple. « Reposez-vous, ma chère. » Lorsque Lydia disparut à l'intérieur, Graves se tourna vers mademoiselle Marple. « Vous pensez qu'elle sait quelque chose ?»« Savoir, » répondit doucement mademoiselle Marple, « et reconnaître ce que l'on sait sont rarement la même chose. Mais elle a menti. »« Non, » dit calmement mademoiselle Marple. « Elle a essayé de ne pas se souvenir. C'est tout à fait différent et souvent bien plus douloureux. » Graves réfléchit en silence, ses traits sévères s'adoucissant pour laisser place à un respect réticent. « Vous viendrez donc à la vieille maison Benson ? Nous aurions besoin de vos yeux. » Mademoiselle Marple sourit faiblement. « Pas de mes yeux, inspecteur, de ma compréhension des parallèles humains. Les yeux peuvent être trompeurs. » Son regard se posa brièvement sur son cottage, sur les reflets argentés à l'intérieur, les miroirs en particulier. L'inspecteur marcha d'un pas vif, mais mademoiselle Marple le suivit d'un pas mesuré, laissant le chemin, la lumière et le vent qui soufflaient s'imprégner dans sa conscience. La vieille maison Benson dominait le village, une structure solitaire à pignons, recouverte de lierre, qui grimpait sur ses côtés comme de vieux regrets, à la recherche d'un point d'ancrage. Ses fenêtres semblaient toujours regarder vers l'extérieur, plutôt que vers l'intérieur. Alors qu'il s'approchait, mademoiselle Marple remarqua quelque chose d'étrange. Une fine ligne de pétales, éparpillée le long de l'allée, pâles comme des lambeaux de mousseline. Des pétales de fleurs, sauvages, peut-être, mais hors saison et hors de propos. Ils s'enroulaient légèrement dans la brise, formant une procession silencieuse vers la porte d'entrée. « Une traînée », murmura Graves. « Peut-être quelqu'un qui est passé en bousculant un bouquet. Ou un vieux souvenir qui a été dérangé », murmura mademoiselle Marple. À l'intérieur de la maison, l'air était empreint de la froideur d'années immobiles. Des grains de poussière flottaient dans la lumière du soleil avec la gravité de flocons de neige. Le corps avait déjà été emporté, mais les traces de sa chute restaient visibles dans le désordre des meubles, le vase renversé, la légère tache sombre qui parlait sans crier. Miss Marple marcha à pas légers, refusant de laisser le calme s'installer dans son esprit avant d'en comprendre la nature. Un miroir fissuré reposait près de la cheminée, sa cassure descendant tout droit au centre comme un serment brisé. Elle se pencha, sans répéter ni mot ni geste, et examina les bords. Le verre ne s'était pas brisé vers l'extérieur, mais vers l'intérieur. Quelque chose l'avait frappé de l'intérieur. Grave l'observait, les sourcils froncés. « Que voyez-vous ?»« Pas ce que je vois, » répondit doucement mademoiselle Marple. « Ce que je ressens. » Elle toucha légèrement le cadre. Un ruban y était accroché, autrefois bleu, aujourd'hui décoloré, mais correspondant clairement à celui qui avait été déposé devant sa porte. Puis, faiblement, un bruit descendit du palier supérieur. Ce n'était pas un craquement de bois, ni le soupir des vieux murs. C'était un murmure calme et tremblant, comme un souffle pressé avec urgence contre une vitre. Mademoiselle Marple leva la tête. Le motif s'accentua, comme tous les symboles de ce genre lorsque la vérité humaine se heurte trop longtemps à ses limites.
Le murmure faible semblait s'installer dans l'air comme un frisson retenu. L'inspecteur Graves se raidit, sa main effleurant instinctivement sa poche, comme si l'attente seule exigeait qu'il soit prêt. Mademoiselle Marple, cependant, ne sursauta pas et n'hésita pas. Elle leva légèrement le menton, observant non pas le son lui-même, mais la réaction de la maison à celui-ci, la façon dont les grains de poussière tremblaient, le léger balancement des rideaux défraîchis, le silence qui suivit. Les vieilles maisons se souvenaient de choses, et certains souvenirs refusaient de rester silencieux. Grave fit un pas vers l'escalier. « Il ne devrait y avoir personne d'autre dans la maison, » murmura-t-il. L'agent Warren a déjà inspecté toutes les pièces. Le regard pensif de mademoiselle Marple se posa sur la rampe d'escalier, remarquant la trace brillante laissée par une main qui venait de frôler le bois. Pas de poussière, pas de vieillesse. Parfois, murmura-t-elle, les gens ne voient que ce qu'ils s'attendent à voir. L'inspecteur fronça les sourcils, mais continua à monter, chaque marche émettant un gémissement étouffé sous son poids. Mademoiselle Marple le suivit plus doucement, ses chaussures ne faisant que murmurer contre les planches. Au tournant du palier, l'air changea, se resserra en quelque sorte, comme si un secret s'était lové dans l'ombre. Près du couloir supérieur, un miroir, plus petit et ovale comme les autres, était accroché de travers au mur. Son verre déformé ondulait de reflets qui semblaient désalignés, comme s'ils essayaient de concilier ce qu'ils étaient autrefois avec ce qu'ils étaient devenus. Un mince ruban bleu pendait à l'un des coins. Miss Marple s'arrêta devant lui. Le miroir ne se brisa pas. Au contraire, sa surface semblait palpiter du souvenir le plus vague d'un mouvement. Derrière son reflet, une autre forme vacillait. Une épaule. Une manche. Impossible à définir, mais présente d'une manière qui dérangeait sans pour autant alarmer. « Miss Marple ?» demanda Graves depuis le fond du couloir, où une porte était entr'ouverte. Le bruit venait d'ici. Elle le rejoignit. La pièce donnait sur une petite chambre d'amis, dont le mobilier était clairsemé et négligé. Un lit s'affaissait au milieu, et la fenêtre donnait sur le jardin, envahi par les ronds. Le murmure avait cessé, ne laissant que le léger bruissement du lierre rampant contre le mur extérieur. Mais sur la table de chevet se trouvait quelque chose qui les figea tous les deux sur place. Un pétale de fleurs sauvages, pâle et recourbé sur les bords, reposait à côté d'un vieux médaillon en argent. Grave s'approcha le premier et utilisa son mouchoir pour soulever le médaillon. « Il n'y a pas de poussière dessous ?» observa-t-il. « Quelqu'un l'a placé ici récemment. » Miss Marple examina le pétale d'un œil doux et perspicace. « C'est le même type que celui qui jonche le chemin à l'extérieur, » dit-elle doucement. « Ce n'est pas la saison, ce qui signifie qu'elles ont été apportées ici délibérément. »« Dans quel but ?»« En souvenir, » répondit mademoiselle Marple. « Ou pour accuser quelqu'un. » Graves ouvrit le médaillon. À l'intérieur, au lieu d'une photo, se trouvait un bout de papier plié. Il le déplia lentement, et tous deux se penchèrent sans le faire pour lire. Les promesses faites dans l'obscurité cherchant leur écho dans la lumière. L'inspecteur retint son souffle. Que signifie cette diablerie? Mademoiselle Marple ne répondit pas immédiatement. Son regard se posa sur la fenêtre, où des branches de lierre tapotaient légèrement, comme pour inciter à entrer ou demander à être témoin. « Inspecteur, les vœux ne sont pas toujours matrimoniaux. » Grave semblait véritablement perdu. « Que pourrait-il être d'autre ?»« Oh, beaucoup de choses, » répondit-elle gentiment. « Un secret entre deux amis, une promesse de protection, une confession confiée, une vérité enfouie dans l'espoir du silence. » Sa voix s'approfondit imperceptiblement. Et un serment rompu peut devenir plus tranchant avec le temps que n'importe quelle arme physique. Elle se dirigea vers le mur opposé, où de légères rayures marquaient le plâtre vieilli. Deux lignes courtes,
Une plus longue, une formation curieuse ressemblant à des marques de comptage ou à des initiales à moitié effacées. Ses doigts flottèrent au-dessus du motif sans le toucher. « La maison parle depuis des années », murmura-t-elle. « Ce n'est que maintenant que quelqu'un a décidé d'écouter. » Avant que Graves n'ait pu poser d'autres questions, des pas retentirent en bas de l'escalier. Le constable Warren apparut, à bout de souffle. « Inspecteur, mademoiselle Marple !» Sa voix se brisa sous l'effet de l'urgence. Un témoin s'est présenté. Graves se raidit. « Qui ?»« Le gardien du cimetière de Saint-Mildred, M. Hargreaves. Il dit avoir vu quelqu'un près de la vieille maison Benson tard dans la nuit. » Une femme. Mademoiselle Marple échangea un regard avec l'inspecteur, son esprit déjà en ébullition. Warren poursuivit. Il ne l'a pas reconnue. Il a dit qu'elle portait un châle remonté haut sur son visage et qu'elle transportait quelque chose enveloppé dans un tissu, de la taille d'un miroir. Mademoiselle Marple plissa les yeux. Et a-t-il vu où elle est allée ensuite? Oui, madame, vers le cottage Ferncombe. Graves jura entre ses dents. Encore madame Ferncombe. Mais mademoiselle Marple resta pensive, sans paraître surprise. Les personnes en détresse tournent souvent en rond, murmura-t-elle. Les vieux souvenirs aussi. Graves se tourna vers Warren. Amenez Hargreaves au poste. Je vais lui parler bientôt. Le policier acquiesça et se dépêcha de sortir. Seule à nouveau sur le palier, mademoiselle Marple regarda une fois de plus le miroir déformé. Cette fois, le reflet ne montrait qu'elle-même et Graves, sans scintillement ni forme cachée. Pourtant, l'air semblait chargé, comme si quelque chose s'était retiré juste hors de vue. « Inspecteur, dit-elle doucement, avant de partir, auriez-vous l'amabilité de vérifier le petit placard à côté de la fenêtre dans la chambre d'amis ?» Grave cligna des yeux. « Pourquoi ce placard ?»« La nature humaine, » répondit-elle doucement. « Elle cache rarement des choses là où une personne rationnelle le ferait. » Il soupira, mais obéit, retournant dans la pièce. Il ouvrit la porte du placard et s'arrêta. À l'intérieur, niché parmi une vieille pile de linge, se trouvait un morceau de ruban bleu déchiré. Sous celui-ci reposait un mouchoir plié brodé des initiales LF. Lydia Ferncombe. Miss Marple s'approcha avec prudence, sans toucher le mouchoir. Grave le fixa du regard, comme s'il essayait de décider si cela condamnait Lydia ou si cela compliquait simplement les choses. « Cela semble accablant, » dit-il enfin. La voix de mademoiselle Marple s'adoucit, mais ses mots étaient perçants. « Ou placez là, inspecteur. Placer des preuves est un moyen très courant de diriger les soupçons vers la personne la plus accablée par la peur. Et Lydia Ferncombe est en effet très accablée. » Grave fronça profondément les sourcils, partagés entre la frustration et une admiration réticente. Alors qui ferait une chose pareille? Mademoiselle Marple examina à nouveau la pièce. Le vase renversé en bas, le miroir brisé, les pétales éparpillés, la note écrite comme une énigme. « Quelqu'un, dit-elle doucement, qui connaît le passé de Lydia. Quelqu'un qui sait les vœux qu'elle a faits et rompus. Quelqu'un qui souhaite le lui rappeler, ainsi qu'au village. Et le meurtre? » Mademoiselle Marple regarda une fois de plus le mouchoir. « Certains souvenirs, dit-elle doucement, sont plus mortels que d'autres. » Un léger craquement retentit dans le couloir. Le miroir déformé scintilla à nouveau, comme s'il révélait brièvement quelque chose. Un mouvement, une ombre qui s'éloignait. Le regard de mademoiselle Marple s'aiguisa. Elle ne craignait pas les ombres. Elle comprenait leur nature. « Le coupable, » murmura-t-elle, « resserre un filet tissé il y a longtemps. Et les filets, inspecteur, sont conçus pour passer inaperçus jusqu'à ce que l'on se trouve déjà à l'intérieur. » Elle recula, sa présence calme remplissant l'espace turbulent d'une raison tranquille. « Nous devons reparler à Lydia Ferncombe. » Mais avec douceur.
La vérité sous pression se brise souvent comme du verre. Ils descendirent les escaliers, la maison s'installant derrière eux avec un soupir qui semblait presque sensible. Dehors, le vent emportait quelques pétales épars le long du chemin, comme une traînée laissée par le chagrin lui-même. Le motif du miroir évoluait, sa signification s'affinant à chaque écho. Le vent les suivit dans la descente de la colline, comme s'il hésitait à lâcher prise sur la vieille maison Benson. Le lierre grattait légèrement la pierre, portant une insistance murmurée qui semblait faire écho au murmure que mademoiselle Marple avait ressenti sur le palier. L'inspecteur Graves marchait rapidement, les épaules tendues sous son manteau, tandis que mademoiselle Marple avançait à un rythme plus régulier, laissant le calme s'immiscer dans ses pas comme un fil fin. En arrivant au cottage Ferncombe, ils trouvèrent la porte d'entrée entr'ouverte, battant au gré de la brise. Graves se raidit aussitôt. Elle n'aurait pas dû laisser la porte entr'ouverte. Il la poussa plus largement, et le léger cliquetis de quelque chose tombant à l'intérieur leur répondit. Mademoiselle Marple entra sans répéter aucun des gestes ou respirations de la scène précédente. Le salon était dans un désordre soigné, pas saccagé, pas chaotique, mais comme touché. Un coussin déplacé, un tiroir légèrement ouvert, une chaise déplacée comme si quelqu'un s'était tenu derrière elle quelques instants plus tôt. Lydia Ferncombe n'était pas en vue. Graves l'appela d'une voix forte. « Madame Ferncombe, Lydia !» Pas de réponse, seulement un parfum persistant de lavande et de pétales fanés, une odeur à la fois apaisante et qui rappelait vaguement les couronnes funéraires. Le regard de mademoiselle Marple se posa sur le petit bureau en acajou près de la fenêtre. Sa surface brillait dans la lumière de l'après-midi et dessus se trouvait une enveloppe scellée d'une trace de cire bleue. Pas nette. Écrasée. « Inspecteur », dit-elle doucement. Graves traversa rapidement la pièce et souleva l'enveloppe avec un mouchoir. La cire portait une empreinte subtile, une forme ovale, pas un blason. Un miroir pressé dans la cire à cacheter. À l'intérieur se trouvait une seule ligne écrite de la même main précipitée que précédemment. Les vœux reviennent pour leurs témoins légitimes. Graves poussa un soupir exaspéré. Cela tourne à la comédie. Mademoiselle Marple étudia l'écriture avec une concentration silencieuse. La théâtralité, murmura-t-elle, masque souvent la peur, et la peur, mon cher inspecteur, est un puissant moteur. Avant que Graves n'ait pu répondre, un doux gémissement s'échappa du couloir arrière. Ils échangèrent un rapide regard et se dirigèrent immédiatement vers le bruit, le suivant jusqu'à un petit bureau. Lydia était assise sur le sol à côté de la bibliothèque, les genoux repliés contre sa poitrine. Son visage était enfoui dans ses mains. Elle n'était pas inconsciente, simplement effondrée sous le poids de quelque chose qu'elle avait longtemps évité. « Lydia », dit mademoiselle Marple d'une voix douce mais ferme, « nous sommes là. » La veuve leva la tête. Ses yeux rougis et creux se fixèrent sur mademoiselle Marple avec le désespoir de quelqu'un qui n'avait finalement plus aucun endroit où se cacher. « Je ne voulais pas me souvenir, » murmura-t-elle. « Je ne voulais pas. » Mademoiselle Marple s'agenouilla prudemment à côté d'elle, s'assurant que son geste appartenait entièrement à cet instant et n'était pas l'écho d'un autre. Les souvenirs peuvent être lourds à porter, mais ils deviennent encore plus lourds lorsqu'on leur refuse la place qui leur revient. Lydia secoua la tête en tremblant. « Je ne suis pas allée à la maison hier soir. Je le jure, je ne suis pas entrée dans cette maison depuis. » Sa voix se brisa dans un sanglot étouffé. « Depuis avant mon mariage. » Graves s'accroupit à côté d'elle. « Lydia, connaissiez-vous l'homme qui a été retrouvé là-bas ?»« Non. » Elle agrippa la manche de mademoiselle Marple avec une poigne effrayée. « Je n'ai pas vu de visage hier. Je ne mentais pas, je ne pouvais vraiment pas voir. Mais j'ai reconnu autre chose. »
Mademoiselle Marple lui laissa le temps de réfléchir. « Le miroir, » murmura Lydia. « Ce verre déformé, le cadre en est un. Je l'ai vu une fois, il y a des années. Avant mon mariage avec Thomas. Il appartenait à quelqu'un qui... » Elle eut le souffle coupé. Quelqu'un qui m'aimait. Un frémissement parcourut la pièce, aussi subtil que le mouvement d'un rideau. « Un prétendant ?» demanda Graves avec précaution. Lydia acquiesça, les joues baignées de larmes. « Edward Ashcombe. Nous étions amis d'enfance. Nous nous étions fait des promesses stupides et sincères que l'on fait avant que la vie ne devienne trop sévère. Nous avons juré de préserver nos vérités respectives, des vœux prononcés près du vieux puits derrière le jardin des Benson. Et le miroir, demanda doucement mademoiselle Marple. Il me l'a donné, dit Lydia d'une voix tremblante. Un héritage familial. Sa grand-mère croyait qu'il révélait les véritables intentions. Je pensais que c'était une absurdité sentimentale, mais il m'a demandé de le garder, de le protéger, disait-il. Un serment entre deux cœurs. Et pourtant, observa mademoiselle Marple, le miroir a quitté votre possession. Lydia eut le souffle coupé. La veille de mon mariage, je le lui ai rendu. Je lui ai dit que je ne pouvais pas tenir nos promesses, que j'avais choisi une autre vie. Il m'a répondu que le miroir se souviendrait pour moi, que les vœux brisés résonnent toujours. Le regard de mademoiselle Marple était doux, mais inquisiteur. « Avez-vous revu Edward ?»« Pas après cette nuit-là, » murmura Lydia. « Il a quitté le village. Certains ont dit qu'il était parti pour Londres, d'autres à l'étranger. Mais je n'ai plus jamais eu de ses nouvelles. Pas une seule fois ?» Graves se leva lentement. Et maintenant, un homme est retrouvé mort dans son ancienne maison, avec un miroir à côté de lui. Lydia enfouit à nouveau son visage dans ses mains. Ça ne peut pas être Edward. C'est impossible. Mademoiselle Marple posa doucement une main sur l'épaule de Lydia. La douleur revient souvent sous des formes familières, ma chère, mais rarement de la manière dont nous nous y attendons. Avant que Lydia n'ait le temps de répondre, un autre bruit parvint à leurs oreilles. Le craquement discret mais indubitable du verre sous la pression. Il ne provenait ni du salon, ni du couloir, mais du plafond. Miss Marple se leva, immobile comme une bougie allumée. « Inspecteur, » dit-elle calmement, « je crois qu'il y a quelqu'un d'autre dans cette maison. » Graves se précipita vers la porte du bureau, se positionnant de manière à voir le couloir. « À l'étage ?» murmura-t-il. « Mais comment pourrait-il » Un bruit sec et délicat l'interrompit. Un morceau de miroir tombait sur le parquet à l'étage. Il ne se brisait pas. Il tombait. Lydia écarquilla les yeux. J'ai laissé les portes à l'étage fermées à clé. Graves se dirigea immédiatement vers l'escalier, mais mademoiselle Marple s'arrêta près du seuil du bureau, le regard attiré par un reflet dans la petite vitrine en verre à côté d'elle. La surface de la vitrine était intacte, mais le reflet qu'elle renvoyait était subtilement erroné. Lydia et Graves étaient nets, mais derrière eux persistait un léger scintillement de mouvement, comme si quelqu'un d'autre était passé un instant trop lentement pour être vu directement. Le motif s'est à nouveau accentué. Miss Marple se tourna vers Lydia. « Edward a-t-il déjà donné son miroir à quelqu'un d'autre ? Ou parlé de sa signification à quelqu'un d'autre ? » « Non, » murmura Lydia. « Du moins, je ne l'ai jamais su. » Graves montait déjà les escaliers 2 marches à la fois, mais mademoiselle Marple le suivait avec un calme délibéré. Le chaos obscurcissait l'esprit. La clarté venait de la constance. Sur le palier, ils trouvèrent la source du bruit. Un petit éclat de miroir sur le sol, gisant comme un fragment de vérité délogée. La porte de la chambre d'amis était entr'ouverte, mais la maison restait trop calme, trop expectative. Mademoiselle Marple jeta un coup d'œil au verre déformé du miroir du couloir.
Cette fois, le reflet n'offrait aucune silhouette, aucun scintillement, aucun fantôme de mouvement, seulement un calme artificiel, comme si quelque chose s'était complètement retiré. « Inspecteur, » dit mademoiselle Marple doucement, « la personne qui était ici ne se cache pas. »« Elle ne se cache pas ?» répéta Graves. « Non, elle veut être poursuivie. » Il fronça les sourcils. « Pourquoi ?» La réponse de mademoiselle Marple fut douce, grave et inébranlable. Pour rappeler à Lydia Ferncombe que les vœux ne sont jamais rompus sans témoin. Dehors, le vent se leva, dispersant à nouveau des pétales le long du chemin, une autre trace symbolique laissée par une main invisible. Le motif du miroir s'intensifia, désormais entremêlé de souvenirs, de culpabilité et d'intention. L'inspecteur Graves s'avança vers la porte ouverte de la chambre d'amis avec la tension fragile d'un homme s'attendant à une embuscade. Mais il ne trouva qu'un vide qui le troubla bien davantage. Mademoiselle Marple le rejoignit sur le palier, son calme intact malgré la précipitation. La lumière filtrant à travers les fenêtres supérieures s'était refroidie, devenant pâle comme si la maison elle-même s'était assombrie en réponse à ce qui venait de se passer. Rien ne bougeait. Pas un souffle, pas un bruit de pas, pas un murmure. L'intrus qui avait détaché le morceau de miroir s'était éclipsé aussi discrètement que la culpabilité se glissant dans l'ombre. Graves balaya la pièce d'un mouvement brusque. Personne. Les fenêtres sont fermées. C'est absurde. Personne n'aurait pu partir sans que nous le voyions. Mademoiselle Marple examina le parquet où une légère courbe de poussière dessinait un motif inhabituel. Ce n'étaient pas des empreintes de pas. Celles-ci auraient été bien visibles dans la poussière intacte. C'était tout le contraire, un arc soigneusement balayé, comme si quelqu'un avait traîné un tissu légèrement sur le sol. Un châle peut-être, ou un objet drapé. « Inspecteur, » dit-elle sans rien toucher, « notre visiteur n'est pas imprudent. Il ne marche que là où la poussière a déjà été dérangée. » Graves s'agenouilla. Mais cette poussière n'a pas été touchée depuis des années. Alors quelqu'un savait exactement où marcher, dit mademoiselle Marple d'un ton doux. Ce qui signifie qu'il connaît très bien cette maison, ou qu'il l'a parcourue récemment. Il se releva en poussant un soupir de frustration. Il se joue de nous. Pas de nous, dit mademoiselle Marple. De Lydia. Graves serra les mâchoires. Cela devient dangereux. La peur humaine est dangereuse, corrigea-t-elle doucement. L'intention humaine l'est encore plus. Un coup soudain à la porte d'entrée rompit le silence suspendu. 3 coups fermes, ni craintifs, ni précipités, mais délibérés. Graves échangea un regard perplexe avec mademoiselle Marple, puis se précipita en bas. Elle le suivit, laissant chaque pas révéler davantage l'atmosphère de la maison. Autrefois simplement vieille, puis négligée, elle semblait désormais vigilante. Dans l'entrée se tenait un homme d'une trentaine d'années, grand, pâle, impeccablement vêtu d'un costume gris qui avait connu des jours meilleurs. Ses yeux reflétaient la tension fatiguée de quelqu'un qui n'avait pas dormi, bien que sa posture fût presque cérémonieusement polie. Il tenait son chapeau à 2 mains, comme quelqu'un qui entre dans une église. « Inspecteur Graves ?» demanda-t-il doucement. « C'est exact, » répondit Graves avec prudence. « Et vous êtes ?» L'homme hésita, jetant un bref regard à mademoiselle Marple, comme s'il reconnaissait en elle quelque chose qu'il ne pouvait nommer. « Je m'appelle Leonard Price. Je séjourne à l'auberge Willowbank. Je pense avoir des informations sur l'homme retrouvé à Benson House. » Miss Marple tendit l'oreille. Pas visiblement, mais intérieurement, les pièces du puzzle s'assemblaient. « Entrez, monsieur Price, » dit Graves. « Quelles informations ?» Price s'avança, mais chacun de ses mouvements avait le poids retenu de quelqu'un qui se rendait à la confession. « Je l'ai vu, » dit-il doucement. « Avant-hier soir. » Pas clairement, mais suffisamment pour savoir qu'il n'avait rien à faire dans une maison abandonnée.
Graves lui fit signe de donner des détails, son impatience à peine dissimulée. « Décrivez-le. » Un homme de taille moyenne. Un manteau sombre, peut-être marron. Il portait quelque chose sous le bras, quelque chose enveloppé dans un tissu blanc. Price déglutit péniblement. Au début, j'ai pensé que c'était un tableau, mais quand un coin a glissé, j'ai vu du verre. Le miroir, murmura Graves. Price acquiesça. Il a emprunté le chemin menant à Benson House vers 10 heures du soir. Mademoiselle Marple observa l'homme avec une sérénité absorbée. Ses mains, bien que fermes, serraient fermement son chapeau. Ce n'était pas de la peur, mais de la retenue. « Et lui avez-vous parlé ?» demanda-t-elle doucement. « Non, je ne voulais pas m'immiscer. » Price détourna le regard, honteux. « Mais j'ai entendu quelque chose peu après minuit. Un fracas, un homme qui criait, puis le silence. »« Pourquoi ne l'avez-vous pas signalé plus tôt ?» demanda Graves. La voix de Price s'affaiblit. « Parce que je ne souhaite pas être impliqué dans le passé de ce village. » Miss Marple échangea un regard discret avec Graves. Le passé. Dans ce village. Une formulation curieuse de la part de quelqu'un qui prétendait être un visiteur. « Vous n'êtes pas originaire de Saint Mildred ?» demanda Miss Marple. « Non, » répondit-il trop rapidement. Mais il se reprit. « C'est-à-dire que j'y suis venu il y a plusieurs étés. Pendant les vacances, quand j'étais enfant. Je m'en souviens très peu. » Un mensonge, pensa Miss Marple. Pas malveillant, protecteur. Grave croisa les bras. « Monsieur Price, le défunt a peut-être été assassiné. Si vous en savez plus. »« Je n'en sais pas plus, » dit Price d'un ton sec, puis il s'adoucit, visiblement désolé. « Pardonnez-moi. Je veux seulement dire que ce que je sais est insuffisant. » Mademoiselle Marple s'approcha, sa présence aussi douce que de l'eau fraîche. « Les vérités insuffisantes, dit-elle, sont souvent des fragments de vérité plus profonde. Peut-être vous souvenez-vous d'autre chose? Un nom? Un visage? Un lieu? » Price perdit son sang-froid pendant un instant. « Non, » murmura-t-il, « je ne peux rien vous donner. » Puis il inclina brièvement la tête, comme pour honorer quelque chose d'invisible, et recula vers la porte ouverte. « Si je me souviens d'autre chose, je reviendrai. » Graves fit mine de le suivre, mais mademoiselle Marple lui toucha légèrement la manche, non pas pour le retenir, mais pour le rediriger. « Laissez-le partir, inspecteur. » Graves s'arrêta. « Vous pensez qu'il ment? »« Oh oui, » dit-elle doucement. « C'est tout à fait évident. Et vous le laissez partir. » Le regard de mademoiselle Marple se posa sur le miroir près de l'entrée. Le verre déformé reflétait leur silhouette de manière inégale. Graves était trop net, mademoiselle Marple trop floue, et la porte derrière eux s'étirait dans l'ombre. Mais la silhouette de Leonard Price qui s'éloignait semblait presque doubler, comme si deux versions de lui s'en allaient. L'homme qu'il était aujourd'hui et l'homme qu'il avait été autrefois. « Il reviendra, » murmura mademoiselle Marple. « Ceux qui fuient leur passé reviennent toujours. La question est de savoir s'il reviendra de son plein gré ou s'il sera ramené. » Graves fronça les sourcils. « Ramené par qui? » « Par qui, en effet, » pensa mademoiselle Marple. L'intrus qui se déplaçait dans la poussière sans la toucher. L'auteur des vœux et des dettes. Celui qui connaissait intimement l'histoire de Lydia. Celui qui voulait des témoins. Mais elle ne répondit pas. Pas encore. Au lieu de cela, elle retourna dans le bureau où Lydia était toujours recroquevillée, le désespoir gravé dans chaque trait de son visage. Mademoiselle Marple s'agenouilla à nouveau à côté d'elle, dans une posture différente, avec un souffle différent, pour honorer ce nouveau moment. « Lydia, » dit-elle, doucement, « puis-je te poser une question très particulière ?» Lydia leva les yeux, le regard assombri par la peur. « Edward Ashcombe,
poursuivit mademoiselle Marple. Avait-il un cousin ou un parent plus jeune qui venait au village quand il était enfant? Lydia cligna des yeux, surprise. Oui, Léonard. Léonard Price. Ils étaient très proches quand ils étaient enfants. Sa voix tremblait. Mais Léonard n'est pas revenu ici depuis des décennies. Pas depuis qu'Edward est parti. Mademoiselle Marple expira doucement. Les souvenirs, dit-elle, ont tendance à revenir sous la forme d'étrangers. Un silence s'installa entre elles, fragile et tendu. En bas, un pétale flottait sur le sol, bien qu'aucune fenêtre ne fût ouverte. Et dans le miroir du hall, le verre déformé reflétait l'éclat de quelque chose d'éphémère, comme un serment murmuré il y a longtemps, effleurant le bord de la perception. Le motif se courba à nouveau vers l'intérieur, affinant son objectif. Lydia Ferncombe fixa mademoiselle Marple comme si le passé venait soudainement de tendre la main et de poser une main froide sur son épaule. Léonard Price, un nom qu'elle n'avait pas prononcé depuis des années, qu'elle ne s'était pas autorisée à prononcer. Son poids planait entre elles comme un secret dont le temps du silence était révolu. L'inspecteur Graves arpentait le petit bureau, son agitation transformant ses pas en arc impatient. Léonard Price revient donc le soir même, où un homme meurt dans la maison abandonnée de son cousin. Et il apporte des informations que seule une personne familière avec la propriété pourrait connaître. Il n'a pas dit qu'il était familier, murmura Lydia, la voix tendue. Non, dit doucement mademoiselle Marple. Il ne l'a pas dit. Son regard se posa sur le sol, où reposait un autre pétale pâle, recroquevillé et doux, comme s'il avait été déposé là par des doigts délicats. Les fenêtres étaient maîtres fermées. Aucun souffle d'air ne soufflait. Les pétales n'étaient pas entrés par eux-mêmes. Ils avaient été placés là. Miss Marple le ramassa délicatement. « Inspecteur, murmura-t-elle, ces pétales ne sont pas là par hasard. Ils sont symboliques. »« Symboliques, répéta Graves, déjà lassé par le symbolisme. « De quoi exactement ?» Miss Marple fit tourner le pétale entre ses doigts. « Du souvenir et des choix qui doivent être reconnus. Quelqu'un marque le lien entre Lydia et cette affaire, non pas par des menaces, mais par des rappels. » Lydia frissonna. « Je vous en prie, je ne peux pas supporter cela. » Graves cessa d'arpenter la pièce. « Madame Ferncombe, quelle que soit la promesse que vous avez faite dans le passé, quoi qu'il se soit passé entre vous et Edward Ashcombe, nous devons l'entendre clairement. » Lydia pressa son mouchoir contre sa joue. Ce n'était rien de terrible, pas un crime, seulement. Mademoiselle Marple attendit. Le silence fit à nouveau son œuvre pour libérer la vérité. « Edward m'a demandé de l'épouser, » dit finalement Lydia, le souffle tremblant. « Il était bon, gentil et terriblement sérieux. Mais j'étais jeune, naïve. Je voulais plus qu'une vie tranquille. Je voulais... » Elle hésita. « Partir, » termina mademoiselle Marple doucement. « Beaucoup de jeunes femmes souhaitent la même chose. » Lydia la regarda avec un mélange de culpabilité et de gratitude. « J'ai dit oui, » continua-t-elle. « Nous avons fait des vœux près du puits de Benson House. Des vœux enfantins, mais contraignants pour lui. Puis Thomas Ferncombe est entré dans ma vie, et le monde d'Edward ne me semblait plus suffisant. Thomas était charmant, sûr de lui, prometteur. J'ai rompu ma promesse à Edward la veille de mon mariage. »« Et Léonard ?» demanda mademoiselle Marple. Lydia déglutit. Il adorait Edward. Tout ce qui blessait Edward le blessait aussi. Sa voix se brisa. La dernière fois que j'ai vu Léonard, il m'a dit que j'avais blessé Edward plus profondément que je ne le pensais. Il a qualifié les promesses rompues de « mortelles ». Il a dit que le miroir garderait la vérité qu'il croyait que j'avais brisée. L'expression de mademoiselle Marple changea si subtilement que seul l'inspecteur put en percevoir la gravité. « Lydia, dit-elle doucement, Léonard vous aimait-il aussi ?»
Lydia se figea. Après un long moment tendu, elle acquiesça. Un doux murmure de vent effleura alors la maison, trop faible pour faire bouger un rideau, mais suffisant pour réveiller la mémoire de Lydia. « Il m'a dit un jour, murmura-t-elle, que ceux qui rompent leurs vœux ne peuvent échapper aux reflets qu'ils laissent derrière eux. » Graves se frotta les tempes. Donc Léonard revient. La maison de son cousin contient un cadavre, des miroirs apparaissent qu'au partout et Lydia devient le centre de ces messages énigmatiques. Cela commence à ressembler à une histoire de vengeance. « Non, » dit calmement mademoiselle Marple. « La vengeance est bruyante, c'est beaucoup trop silencieux. » Graves cligna des yeux. « Silencieux ? Oui. » Mademoiselle Marple se leva et traversa lentement la pièce. La vengeance exige d'être reconnue. Ceci exige des témoins. Il y a une différence. Avant que Graves n'ait pu demander ce que cela signifiait, un coup soudain à la porte les fit sursauter tous les trois. Aigu, pressant. 3 coups, comme auparavant. Mesuré, intentionnel. Graves se précipita vers la porte. Dehors se tenait le gardien du cimetière, M. Hargreaves, serrant son chapeau et respirant bruyamment. Son visage était pâle sous sa barbe hirsute. « Inspecteur Graves, » dit-il d'une voix tremblante, « je me suis souvenu de quelque chose que j'aurais dû dire plus tôt. »« Entrez, » dit Graves en s'écartant. Hargreaves entra, saluant mademoiselle Marple d'un signe de tête mêlé de crainte et de déférence. « Mademoiselle Marple, Madame Ferncombe. » Il déglutit. « Je n'ai pas seulement vu une femme près de Benson House, hier soir. J'ai aussi vu un homme. »« Un homme ?» insista Graves. « Décrivez-le. » »« C'est justement le problème. Je ne peux pas. Il se tenait trop loin, dans l'ombre. Mais j'ai vu briller quelque chose qu'il tenait dans sa main. » Hargreaves prit une inspiration tremblante. On aurait dit un médaillon. L'esprit de mademoiselle Marple s'aiguisa instantanément. Un médaillon? Oui. Quand il s'est retourné, le clair de lune s'y est reflété. Le gardien se tordit les mains. Et puis je l'ai vu le mettre dans sa poche et s'éloigner vers les arbres. Graves lança un regard à Miss Marple. Le même médaillon que celui trouvé à l'étage. En effet, murmura Miss Marple, ce qui suggère que l'homme qui a apporté le médaillon n'est pas la même personne qui a placé le miroir. Lydia retint son souffle. 2 personnes? Peut-être plus, dit calmement mademoiselle Marple. Les secrets voyagent rarement seuls. Hargreaves se tortilla, mal à l'aise. Il y a plus. Quand l'homme est parti, je l'ai entendu dire quelque chose. Basse voix, mais assez clairement. Il baissa la voix. Les vœux ont été entendus. La dette sera recouvrée. Lydia pressa ses mains contre son visage. Non, non. Mademoiselle Marple s'accroupit à côté d'elle. Lydia, si vous portez un poids du passé, c'est le moment de le partager. Pas les vœux romantiques, quelque chose de plus profond. Quelque chose que Léonard pourrait savoir. Lydia secoua la tête, de plus en plus bouleversée. Je vous ai tout dit. Non, dit mademoiselle Marple d'un ton léger mais inflexible. Vous nous avez raconté la partie qui a blessé Édouard. Pas celle qui vous hante. La pièce retint son souffle. Dehors, des pétales flottaient devant la fenêtre, en une chaîne subtile, chacun atterrissant soigneusement à côté du suivant. Un motif, un message. Lydia trembla. Mademoiselle Marple, il y avait autre chose. Quelque chose qui s'est passé la nuit où j'ai rendu le miroir à Edward. Graves se pencha vers elle. Que s'est-il passé? Lydia se couvrit la bouche. Thomas, mon futur mari, m'a suivi. Il m'a vu rencontrer Edward près du vieux puits. Il a pensé que je rompais avec lui pour Edward, et non l'inverse. Les yeux de mademoiselle Marple s'assombrirent. Et qu'a fait Thomas? Il a menacé Edward. La voix de Lydia se brisa.
Il a dit que s'il ne quittait pas le village, il ferait en sorte qu'il regrette d'avoir mis les pieds à Saint Mildred. Edward est parti le lendemain matin. Je n'ai jamais su où il était allé. Mademoiselle Marple comprit tout. « Donc, dit-elle doucement, 2 hommes vous aimaient. L'un a été rejeté, l'autre craignait de vous perdre, et maintenant, l'un d'eux est mort dans la maison où vous vous êtes fait des promesses d'enfance. » Grave recula. « Vous pensez que le mort est Edward ?» Lydia eut le souffle coupé et pâlit. Mademoiselle Marple resta immobile. « Je pense, dit-elle doucement, que quelqu'un veut nous faire croire que le mort est Edward. » Lydia la regarda avec horreur. « Vous voulez dire que ce n'est pas lui ?» Mademoiselle Marple ne répondit pas directement. Au lieu de cela, elle se leva et s'approcha de la fenêtre où les pétales avaient formé leur traînée. Dehors, Léonard Price se tenait dans la ruelle, regardant le cottage avec l'expression d'un homme pris entre le désir et la crainte. Mais il ne s'approcha pas. Pas encore. Mademoiselle Marple parla doucement, plus à elle-même qu'aux autres. La véritable signification du miroir n'a pas encore été révélée. Avant qu'elle n'ait pu en dire plus, un cri affolé retentit depuis le village. Un enfant criait « Au secours ! Quelqu'un est tombé dans le vieux puits derrière Benson House. » Les yeux de mademoiselle Marple s'écarquillèrent, non pas de peur, mais devant la sinistre clarté de la vérité qui se dévoilait enfin. Le motif s'affaissa comme une lame. Le cri de l'enfant résonna dans le village avec une acuité qui balaya tous les doutes persistants. L'inspecteur Graves se précipita vers la porte. Lydia laissa échapper un halètement étouffé, et mademoiselle Marple, bien que plus lente, se déplaça avec une détermination qui stabilisa le chaos qui se déroulait devant elle. Ils atteignirent ensemble la pelouse. Les villageois avaient commencé à se rassembler en groupes confus, pointant du doigt la colline derrière la vieille maison Benson, où des ronces et des haies sauvages s'entremêlaient autour du chemin négligé. Le vent s'était levé, soulevant les pétales pâles dans un tourbillon agité, comme pour les pousser à avancer. Mademoiselle Marple ne regarda pas Lydia. Elle n'en avait pas besoin. La femme la suivait, tremblante mais déterminée, comme si le passé lui-même l'avait prise par la main. Graves gravit la colline, son manteau flottant derrière lui. « Quel enfant a crié !» aboya-t-il à la foule rassemblée. La jeune Amelia Turner s'avança, pâle mais sérieuse. « S'il vous plaît, monsieur, c'était moi. J'ai vu quelqu'un près du vieux puits. Il s'est penché trop en avant. Et il est tombé. J'ai entendu un bruit d'éclaboussure. » Mademoiselle Marple toucha doucement l'épaule d'Amelia. « As-tu vu son visage, ma chérie ?»« Non, » murmura la jeune fille. Seulement son manteau, sombre, et quelque chose qui brillait dans sa main. Le médaillon, pensa mademoiselle Marple. Le motif se courba à nouveau vers l'intérieur. Ils arrivèrent à la clairière de la maison Benson. Le vieux puits en pierre se trouvait derrière la propriété, à moitié caché par le lierre. Son couvercle en bois, pourri par le temps, s'était fendu sur un côté. Une corde effilochée pendait comme une accusation. Grave se précipita. « Warren, une corde, vite !» Le policier se précipita pour l'aider, mais mademoiselle Marple s'approcha à pas délicats, comme si elle saluait une vieille connaissance. Le puits exhalait un courant d'air froid vers le haut. L'eau scintillait faiblement en dessous, d'un calme inquiétant. « Inspecteur, » dit-elle doucement, « cette chute n'était pas un accident. » Graves, enroulant la corde autour de son bras, lui lança un regard. « Vous avez vu le couvercle ?»« Oui, » répondit-elle. Et il a été affaibli délibérément. Pas récemment, mais il y a suffisamment longtemps pour que quelqu'un s'attende à ce qu'une personne en particulier marche dessus. Lydia laissa échapper un sanglot aigu. Miss Marple se retourna, son expression s'adoucissant. « Lydia, restez en arrière un instant. Il est plus facile de respirer quand on a de l'espace. »
Mais Lydia secoua la tête, les yeux fixés sur le puits. Quelqu'un a utilisé nos vœux contre nous. Peut-être, murmura mademoiselle Marple. Ou peut-être que quelqu'un souhaitait accomplir les siens. Grave jeta la corde et se pencha. « Je vois du mouvement !» hurla-t-il. « Quelqu'un est vivant !» Un sentiment de soulagement envahit la foule, mais mademoiselle Marple resta immobile, observant l'eau, écoutant les échos les plus faibles qui montaient des profondeurs. Quelque chose n'allait pas. Le son ne correspondait pas au poids d'un homme en train de se noyer. Pas de battement frénétique, pas de lutte. Seulement un léger tapotement rythmique, comme si quelqu'un frappait du métal contre de la pierre. « Le médaillon », murmura mademoiselle Marple. Graves tira de toutes ses forces, aidé par Warren. Lentement, une silhouette apparut, trempée, frissonnante, serrant quelque chose fermement dans son poing. Lorsqu'il émergea complètement dans la lumière de l'après-midi, la foule retint son souffle. Leonard Price s'effondra sur l'herbe, toussant violemment. Lydia se couvrit la bouche. « Léonard !» Graves s'agenouilla. « Price, vous m'entendez ?» Léonard hocha la tête en bredouillant. Il ouvrit juste assez la main pour révéler l'objet brillant qu'il tenait, le médaillon en argent, ruisselant et froid. Mademoiselle Marple se pencha à ses côtés, son ombre tombant doucement sur son corps tremblant. « Monsieur Price ?» dit-elle doucement. « Quelqu'un vous a poussé ?» Il ouvrit les yeux, hagard, terrifié, rempli d'un passé auquel il n'avait jamais échappé. « Pas poussé », dit-il d'une voix rauque. « Il voulait que je voie ce qu'il y avait là-dessous. » Graves se raidit. « Voir quoi ?» Léonard fixait le médaillon comme s'il le brûlait. Il était attaché à une pierre, enfoui juste sous la surface de l'eau. Quand il a reflété la lumière, j'ai tendu la main pour l'attraper, et le sol s'est effondré. Le regard de mademoiselle Marple se posa sur le couvercle éclaté du puits. Le bois ne portait aucune trace de rupture récente. Quelqu'un l'avait affaibli il y a des années. « Avez-vous récupéré la pierre ?» demanda-t-elle doucement. Léonard respirait de manière irrégulière. Il secoua la tête. « Non, seulement le médaillon. » Graves se pencha plus près. « Pourquoi vous êtes-vous approché du puits ?» Léonard ferma les yeux. « Parce que j'ai reçu un mot. » Miss Marple se calma davantage. « Un mot ?» Léonard acquiesça faiblement. « Glissé sous ma porte à l'auberge ce matin. » Il toussa à nouveau, frissonnant. Il disait « Le témoin doit revenir au vœu. Signé, avec un miroir. » Lydia poussa un cri tremblant. Miss Marple posa une main sur l'épaule de Léonard, non pas pour le consoler, mais pour le rassurer. « Monsieur Price, vous avez omis de dire quelque chose tout à l'heure. Quelque chose à propos de la nuit où Edward a quitté Sainte Mildred. » Léonard grimaça, comme si la vérité elle-même appuyait sur une blessure. Il avait le cœur brisé, mais il n'était pas en colère contre Lydia. Il lui lança un regard implorant, en quête de compréhension. Il se reprochait à lui-même. Il disait qu'il ne lui avait pas suffisamment montré le monde dont elle rêvait. Lydia sanglota, un son rauque empreint de tendresse. Léonard continua, la voix brisée. Mais Thomas Ferncombe, il n'était pas disposé à laisser Edward partir tranquillement. Il l'a confronté au puits. Ils se sont disputés. Et puis, son souffle trembla. Edward est tombé. Pas dans le puits, mais contre le rebord de pierre. Violentement. Du sang. Il y avait du sang. Graves se figea. Vous avez été témoin de cela ? Léonard acquiesça, tremblant. Mais j'étais un enfant. Je ne comprenais pas ce que j'avais vu. Thomas m'a dit d'oublier. Il m'a dit qu'Edward partirait le lendemain matin et que rien de bon ne sortirait du fait de répéter ce que j'avais vu. Le visage de mademoiselle Marple resta impassible, mais une lueur de tristesse passa dans ses yeux. « Léonard, murmura-t-elle,
Edward est-il parti le lendemain matin? Léonard secoua lentement la tête. Non, il a disparu cette nuit-là. Thomas a dit à tout le monde qu'il était parti. Je l'ai cru. Je voulais le croire. Lydia serra sa poitrine, horrifiée. Mademoiselle Marple, pensez-vous qu'Edward est mort au puits? Mademoiselle Marple ferma brièvement les yeux. Lorsqu'elle les rouvrit, la vérité avait déjà pris forme. Je pense, dit-elle doucement, que le puits a contenu plus que de l'eau pendant toutes ces années. Un frisson parcourut l'assemblée. Graves se leva brusquement. Nous allons soulever la pierre. Warren, va chercher plus de cordes, des lanternes, tout ce que tu peux trouver. Lydia s'effondra à genoux. Léonard rampait vers elle, le visage déformé par la culpabilité. Lydia, j'aurais dû en parler à quelqu'un. J'aurais dû... Mais avant qu'il puisse terminer, Mademoiselle Marple leva brusquement la tête, car quelque chose d'autre avait changé. Au bord de la clairière, un autre miroir était apparu, appuyé contre un arbre, son cadre terni, son verre reflétant la scène avec une clarté déformée et triste. Grave le vit aussi. Comment diable est-il arrivé là? Léonard pâlit. Lydia trembla. Warren se signa. Seule Mademoiselle Marple s'approcha. Le reflet les montrait tous, mais à l'arrière-plan, juste derrière l'image vacillante de Lydia, la silhouette floue d'un homme persistait. Immobile, observant. Puis, alors que Mademoiselle Marple s'approchait, la silhouette s'estompa. Elle ne disparut pas, elle se retira. Elle se retourna vers les autres. « Inspecteur, dit-elle doucement, le miroir nous a montré ce que nous devions voir. »« Et qu'est-ce donc ?» demanda-t-il. « Que ceci, murmura Mademoiselle Marple, n'est pas l'œuvre d'un seul coupable. » Un silence s'installa. Les vœux ont été prononcés devant plusieurs témoins, poursuivit-elle. Et les dettes sont recouvrées auprès de tous ceux qui les ont rompus. Tandis qu'elle parlait, le vent se leva à nouveau, soulevant les pétales de l'herbe et les faisant tournoyer en cercle, avant de les emporter lentement vers le puits. Le motif accomplit une nouvelle orbite dans son dessin silencieux et inexorable. Personne ne parla, tandis que les pétales tombaient en spirale dans l'obscurité du puits. Ils dérivèrent légèrement, presque délibérément, avant de toucher la surface d'un baiser doux qui se dissipa en cercle de plus en plus large. Les villageois reculèrent. Lydia s'agrippa au bord effrité du puits comme si le sol sous ses pieds se bougeait. Léonard, enveloppé dans une couverture apportée par l'agent Warren, observait la scène, les yeux creux, sous le choc de la révélation. Miss Marple s'approcha du puits avec un calme qui n'atténuait en rien la sombre pensée qui l'habitait. La vérité n'était plus une énigme au contour flou. Elle avait désormais une profondeur, un poids et un corps en dessous. L'inspecteur Graves revint avec 2 autres agents et un rouleau de corde épaisse. « Nous allons remonter la pierre, » dit-il, le souffle court. « Tout ce qui y est attaché, toutes les preuves, vont être révélées. » Mademoiselle Marple acquiesça doucement, mais son regard resta fixé sur l'eau en contrebas. Son esprit retraçait la forme du médaillon, la chute des pétales, la réapparition des miroirs, le placement minutieux de la culpabilité. Quelqu'un les guidait, mais pas comme un meurtrier guide une poursuite, comme un témoin guide des aveux. Graves et Warren descendirent en le crochet avec précaution, la corde grinçant sous la tension. Léonard déglutit avec difficulté. Les yeux de Lydia brillaient d'effroi. Après plusieurs minutes tendues, le crochet s'accrocha. Warren grogna. « Quelque chose de lourd, monsieur. » Ils tirèrent, la corde tendue, l'eau clapotant sombrement tandis que l'objet remontait. La foule murmura. Lydia tremblait violemment. Enfin, la pierre fit surface, couverte de mousse, vieille, lourde d'années. Elle émergea lentement, l'eau ruisselant de ses bords.
Sous la pierre, attaché avec une corde fragile, pendait quelque chose qui figea tous les souffles autour du puits. Un morceau de tissu déchiré, brun, décoloré, raide avec l'âge. Léonard le fixa du regard. C'est le manteau d'Edward. Il le portait la nuit où il est parti. Les genoux de Lydia se dérobèrent. Mademoiselle Marple la stabilisa en la soutenant doucement par le bras. Mais alors que Warren soulevait complètement la pierre du puits, quelque chose d'autre vint avec elle. Une longue forme pâle qui avait été submergée juste hors de vue. La corde se rompit. La pierre tomba bruyamment sur l'herbe, mais la forme, gorgée d'eau, fragile, remonta à la surface, tournant lentement comme un souvenir noyé qui refait surface après des décennies. Un os. Humain. Le cri de Lydia coupa l'après-midi en deux. Grave tituba en arrière, la gorge serrée par l'horreur. Que Dieu nous vienne en aide. Mademoiselle Marple baissa la tête dans un geste de reconnaissance triste qui n'était ni choc ni triomphe, mais seulement la vérité, arrivant avec un calme dévastateur. Lydia s'effondra contre Léonard, sanglotant d'une voix rauque et déchirante. « Edward! Oh, Edward !» Léonard la serra fort dans ses bras, les larmes coulant sur son visage, tandis que Warren sortait l'os de l'eau avec un soin solennel. Mademoiselle Marple parla doucement, sa voix semblable à la lueur d'une bougie au milieu d'une tempête. Thomas Ferncombe n'a pas seulement menacé Edward. Il l'a tué. Graves secoua rapidement la tête. Nous ne pouvons pas supposer. Nous n'avons pas besoin de supposer, dit doucement Mademoiselle Marple. Le couvercle du puits était fragilisé depuis longtemps. La dispute les a menés ici. Thomas craignait de perdre Lydia. Edward, blessé, a peut-être reculé ou a été poussé. Mais il n'a pas quitté le village. Sa disparition n'était pas un départ, c'était un enterrement. Lydia sanglotait plus fort, les doigts pressés contre ses lèvres. Mon mari, il n'aurait jamais, il ne pouvait pas. Mademoiselle Marple posa une main compatissante sur son bras. Beaucoup de choses terribles sont commises non par haine, mais par peur. Thomas craignait de vous perdre. Il craignait la vérité sur vos vœux rompus, et dans cette peur, il a fait taire Edward. Graves se ressaisit, son instinct professionnel reprenant le dessus malgré le choc. Si c'est vrai, pourquoi le révéler maintenant? Qui force tout cela à être dévoilé? Mademoiselle Marple se retourna lentement. Son regard se posa sur Léonard Price. Il se figea. « Monsieur Price, dit-elle doucement, vous n'êtes pas venu simplement pour témoigner. Vous êtes venu pour avouer, non pas un meurtre, mais un souvenir. » Léonard pâlit. « Non, Mademoiselle Marple, Vous n'avez pas tué Edward, dit-elle, mais vous avez vu bien plus que ce que vous avez admis cette nuit-là. Vous étiez jeune, en proie à des conflits, terrifié. Vous avez fait ce que Thomas vous a demandé. Vous avez gardé le silence. Et maintenant, le poids de votre silence vous a ramené ici. » Le visage baigné de larmes de Lydia se leva vers Léonard. « Vous saviez. » Léonard eut le souffle coupé. « Je pensais qu'il avait survécu au coup. Je pensais qu'il s'était enfui. Thomas disait qu'il était parti à l'étranger, qu'il ne servait à rien de raviver de vieilles douleurs. Mais j'ai entendu quelque chose. Un bruit d'éclaboussure. Et Thomas a dit que ce n'était que le vent et le vieux puits qui bougeaient. « Les enfants, » murmura Mademoiselle Marple, « sont très influençables lorsqu'ils sont guidés par l'autorité. Et Thomas était tout sauf autoritaire. » Léonard tremblait violemment. « Je n'ai jamais voulu faire de mal. Mais quand je suis revenu au village hier, je sentais la présence d'Edward partout. J'entendais des chuchotements, des voix, des souvenirs. Je pensais que je devenais fou. » Lydia pressa sa paume tremblante contre sa poitrine. « Et les miroirs ?» Miss Marple détourna à nouveau son attention, cette fois vers le chemin qui menait au cimetière, car quelqu'un de nouveau venait d'apparaître.
Un homme, chaussé de bottes simples et maculé de boue, se tenait au bord de la clairière, vêtu de manière si ordinaire qu'il passait inaperçu dans la foule, à l'exception de l'objet qu'il tenait. Un miroir à main, déformé, vieux, familier. Lydia eut le souffle coupé. Léonard se releva en titubant. Graves saisit sa matraque. Mais mademoiselle Marple leva la main avec un calme déterminé. « Restez où vous êtes, inspecteur. » L'homme s'avança. Son visage était ordinaire, marqué par des années de labeur, mais ses yeux étaient animés d'une flamme intérieure, aiguisée par une vérité longtemps cachée. « Vous, » dit doucement mademoiselle Marple, « êtes le témoin qui a refusé de se taire. » L'homme s'inclina. « Jonas Whittaker, madame, jardinier du domaine d'Ashcombe. » Lydia cligna des yeux. « La maison d'Edward ?»« Oui, » répondit Jonas. « Il était mon employeur autrefois. Gentil, beaucoup trop gentil. » Il souleva le miroir avec révérence. « Il appartenait à sa mère. Après la disparition d'Edward, je l'ai trouvé près du puits. J'ai su que quelque chose n'allait pas. » Graves s'avança prudemment. « Pourquoi l'apporter maintenant ?» Jonas soutint son regard avec une conviction brute et inébranlable. « Parce que Thomas Ferncombe est mort. Il a emporté la vérité dans sa tombe, et les vœux gardés par le silence ont tourné à l'aigre. Quelqu'un devait parler au nom d'Edward. » La voix de mademoiselle Marple s'adoucit. « C'est donc vous qui avez laissé les miroirs. Vous avez envoyé les notes. Vous vouliez que la vérité éclate au grand jour, sans violence. » Jonas acquiesça. « Le cadavre dans la maison. Je ne l'ai pas tué. Je ne l'ai jamais touché. » Graves fronça les sourcils. « Alors qui est-il » Jonas ferma les yeux, le cœur lourd. Le clerc de notaire envoyé pour récupérer les anciens documents d'Ashcombe. Le pauvre est tombé dans un piège qui n'était destiné qu'à effrayer. Je ne savais pas qu'il était tombé. Je voulais lui faire peur, pas le tuer. Mademoiselle Marple ferma brièvement les yeux. Même les intentions les plus nobles peuvent devenir dangereuses lorsqu'elles sont entourées de secrets. La voix de Jonas se brisa. Je voulais seulement que le village se souvienne d'Edward, pour que son âme repose en paix, pour libérer Léonard de la culpabilité qu'il portait, et pour donner à madame Ferncombe la vérité qu'elle méritait. Lydia pleura silencieusement. Léonard baissa la tête. Grave expira longuement, le cœur déchiré. Miss Marple s'approcha de Jonas. « La vérité a été révélée, mais vous n'êtes pas le seul à pouvoir rendre justice. » Jonas la regarda, impuissant. « Alors, que vais-je devenir ?» Mademoiselle Marple le regarda avec la profonde douceur qu'elle réservait aux âmes accablées par le chagrin plutôt que par la malveillance. « Cela, dit-elle doucement, dépend de ce que vous allez nous dire ensuite. Chaque détail, chaque étape, chaque écho de cette nuit-là. » Le vent tomba. Les pétales s'immobilisèrent. Le miroir dans les mains de Jonas Whittaker capta la lumière et pendant un bref instant, tous les reflets s'alignèrent. La clairière s'immobilisa autour de Jonas Whittaker, comme si les arbres eux-mêmes s'étaient arrêtés pour écouter. Lydia se tenait debout, tremblante, les larmes dessinant les lignes de l'angoisse sur son visage. Léonard se tenait à côté d'elle, creusé par le remords. L'inspecteur Graves, bien que se stabilisant grâce au poids de son devoir, observait Jonas avec la concentration méfiante d'un homme évaluant la vérité par rapport à la confession. Et mademoiselle Marple, calme, posée, le regard tendre mais inflexible, se tenait au centre de tout cela, guidant le moment avec autant de douceur que l'on guide une flamme fragile. Jonas serra le miroir déformé contre sa poitrine. Son cadre en étain captait la lumière froide de l'après-midi, la transformant en quelque chose de ténu et de fantomatique. Il prit une inspiration tremblante. « J'étais là, » dit-il enfin. « Pas intentionnellement, pas pour espionner. J'étais allé chercher Edward.
Il avait laissé ses gants dans mon cottage après notre promenade. Je pensais qu'il était peut-être encore au puits, en train de mettre de l'ordre dans ses pensées. Il s'y rendait souvent lorsqu'il était troublé. Lydia se couvrit la bouche et sanglota doucement. Jonas poursuivit, la voix rauque, à cause du souvenir. J'ai entendu des voix s'élever avant d'atteindre le virage. Celle d'Edward et celle de Thomas. Graves s'approcha. Qu'avez-vous entendu exactement? Jonas fixa le miroir comme s'il cherchait à retrouver le son dans ses profondeurs. Thomas accusait Edward d'essayer de lui voler Lydia, disant qu'il ne permettrait pas à un autre homme de détruire son mariage avant même qu'il ne commence. Edward a essayé de s'expliquer. Il a dit que Lydia méritait d'être heureuse, même si ce n'était pas avec lui. Jonas déglutit. Il a dit qu'il ne s'opposerait pas à leur union. Lydia secoua faiblement la tête. « Edward, mon cher Edward. » Thomas ne le croyait pas, dit Jonas. Il était furieux, non pas jaloux, mais terrifié. Terrifié à l'idée que Lydia puisse encore changer d'avis. Terrifié à l'idée que le village murmure qu'il l'avait perdue au profit d'un homme plus calme et plus doux. Sa fierté était fragile. Mademoiselle Marple acquiesça doucement. La fierté est la plus fragile des qualités, monsieur Whittaker. Elle se brise sous son propre poids. Les yeux de Jonas brillèrent. Je m'approchai et vis Thomas pousser Edward. Pas assez fort pour le tuer. Pas intentionnellement. Une poussée désespérée et stupide. Edward trébucha. Il essaya de se redresser sur le bord du puits, mais les pierres étaient glissantes à cause de la mousse. Lydia poussa un cri étouffé et se pencha vers Léonard pour trouver un soutien. La voix de Jonas se fit plus tendue. Il tomba en arrière. Sa tête heurta le rebord en pierre. J'ai entendu le bruit, ce bruit écœurant. Les mains de Jonas tremblèrent violemment. Thomas se figea. Il fixa le corps d'Edward comme si la terre s'était ouverte sous ses pieds. Puis il s'agenouilla à côté de lui et tenta de le réveiller. Mais Edward était mort. Un silence s'installa, chargé de décennies de chagrin, de culpabilité et de faux fuyants. Graves prit une lente inspiration. « Et qu'a fait Thomas ?»« Il a paniqué, » murmura Jonas. « Il a paniqué comme un enfant. Il m'a supplié de l'aider à cacher le corps. Il a dit que Lydia ne devait jamais le savoir. Il a dit que si la mort d'Edward était découverte, elle serait détruite. Et lui aussi. » Les yeux de mademoiselle Marple s'adoucirent. « La peur est un maître cruel, monsieur Whittaker. Elle peut transformer des hommes bons en hommes désespérés. » Jonas acquiesça, les larmes aux yeux. Il a descendu Edward dans le puits. Il l'a enveloppé dans son manteau. Il l'a lesté avec une pierre. Il a dit que ce n'était que temporaire, que nous informerions les autorités dans un jour ou deux, lorsque le choc se serait atténué. Jonas avait l'air bouleversé. Mais ce jour n'est jamais venu. Thomas a insisté sur le fait qu'Edward était parti à l'étranger, comme si répéter ce mensonge allait le rendre vrai. Graves poussa un soupir sombre. « Et vous ? Pourquoi avez-vous gardé le silence pendant toutes ces années ?» Jonas ferma les yeux. « Parce que Lydia a épousé Thomas peu après. Elle souriait. Elle semblait pleine d'espoir. Et je me suis dit que si la mort d'Edward restait secrète, elle pourrait vivre sans ce fardeau. Je me suis convaincu que c'était par pitié. » Mademoiselle Marple le regarda avec douceur. « Ce n'était pas par pitié, monsieur Whittaker. C'était de la peur déguisée en loyauté. » Jonas acquiesça, les épaules affaissées. « Oui, madame, je le comprends maintenant. » Graves croisa les bras. Cela explique Edward. Mais qu'en est-il du miroir? Des notes, des pétales, et du clerc de notaire retrouvé mort dans la maison? Vous clamez votre innocence à ce sujet. Jonas tendit le miroir dans un geste étrangement respectueux. Après la mort de Thomas, la culpabilité m'a envahi.
J'ai essayé de me confesser au vicaire, à l'évêque, à tous ceux qui voulaient bien m'écouter. Mais personne ne m'a cru. Alors je me suis tourné vers ce qui était cher à Edward. Il souleva légèrement le miroir. Il disait que ce verre révélait les véritables intentions. Je l'ai donc utilisé pour transmettre mon message. Un symbole pour raviver la mémoire, pour faire éclater la vérité au grand jour. Et le clerc, insista Graves. Jonas secoua violemment la tête. Je n'ai laissé que des miroirs et des notes. Je ne suis jamais entré dans la maison. Je pensais que si les gens voyaient les symboles, s'ils se souvenaient de la gentillesse d'Edward, ils poseraient à nouveau des questions. Mais je jure sur mon âme que je n'ai pas fait de mal à cet homme. Miss Marple posa une main sur les doigts tremblants de Jonas, stabilisant le miroir. « Monsieur Whittaker dit la vérité, » dit-elle avec certitude. « Sa culpabilité réside dans son silence, pas dans la violence. » Graves fronça les sourcils. « Alors qui a tué le commis? Qui a disposé son corps à côté du miroir brisé ?» Le regard de mademoiselle Marple se posa lentement sur Léonard. Il tressaillit, non pas par culpabilité, mais parce qu'il comprit qu'elle avait vu quelque chose avant tout le monde. « Léonard, dit-elle doucement, vous êtes retourné à la maison cette nuit-là, n'est-ce pas ?» Léonard trembla violemment. « Oui, après avoir vu le miroir à la porte de madame Marple, après avoir lu le mot à l'auberge, j'ai suivi le chemin jusqu'à la maison Benson. Je pensais qu'Edward était peut-être revenu, qu'il était peut-être vivant, ou que Jonas me cherchait. Et vous avez rencontré le commis, dit mademoiselle Marple. Ce n'était pas une question. Léonard acquiesça, les yeux remplis de larmes. Il m'a surpris, il fouillait dans de vieux papiers. Il m'a regardé, effrayé, et m'a dit qu'il pensait que la maison était vide. Nous nous sommes disputés. Je dois l'avoir effrayé. Il a trébuché. La chaise s'est renversée. Il s'est cogné la tête. Le visage de Graves se crispa. « Vous l'avez donc tué ?»« Non !» s'écria Léonard. « Ce n'était pas intentionnel. Il est tombé, je le jure. Quand j'ai vu qu'il ne respirait plus, j'ai paniqué. J'ai laissé le miroir à côté de lui parce que je pensais que quelqu'un voulait que je trouve Edward. Je ne comprenais pas ce qui se passait. » Miss Marple acquiesça gravement. Une mort accidentelle peut toujours ressembler à un meurtre lorsque la peur guide le deuxième acte. Lydia saisit le bras de Léonard, partagé entre la tristesse et la compassion. « Oh, Léonard !» Graves se frotta le front. « Nous avons donc un décès lié au passé et un autre lié à la panique. Tous deux liés à un serment fait en une seule nuit. » Le regard de mademoiselle Marple s'aiguisa. « Inspecteur, plus que cela, le motif des miroirs, des pétales et des notes était l'œuvre de Jonas. Mais la mort du commis est celle de Léonard, et la disparition d'Edward est celle de Thomas. 3 hommes accablés par la culpabilité, chacun portant un fragment de la vérité. « Et les notes que Léonard a reçues ?» demanda Graves. « Celles qui l'a conduit au puits ?» Jonas secoua la tête. « Ce n'était pas moi. Je n'ai laissé aucun mot ce matin. » Le visage de Léonard pâlit. « Alors qui ?» Un silence glacial s'installa. Miss Marple leva la tête, écoutant non pas les sons, mais ce qui manquait dans toutes les explications. « Le coupable, dit-elle doucement, n'est pas quelqu'un qui cherchait à se venger, mais quelqu'un qui cherchait un témoin. Quelqu'un qui a vu Thomas enterrer la vérité. Quelqu'un qui a appris comment la peur façonne les hommes. Quelqu'un qui a compris comment amener Jonas et Léonard à révéler ce qu'ils refusaient de dire. » Graves cligna des yeux. « Mais qui ?» Miss Marple se tourna vers Lydia Ferncombe. Lydia se figea. « Je n'ai pas dit que le coupable était malveillant, » dit doucement Miss Marple. « Seulement qu'il a porté la vérité plus longtemps qu'il ne pouvait le supporter. » Un murmure parcourut la clairière. Lydia tituba en arrière, l'horreur se peignant sur son visage. « Mademoiselle Marple, non,
Je vous en prie. Mademoiselle Marple s'avança, la voix douce comme une chute de neige. Lydia, dit-elle doucement, le lendemain matin de la disparition d'Edward. Vous êtes allée au puits, n'est-ce pas? Les pétales aux pieds au nez de Lydia s'agitèrent. Le miroir dans les mains de Jonas trembla. Et la vérité, enfin, attendait. Lydia Ferncombe ne parla pas tout de suite. Ses lèvres s'entr'ouvrirent, mais aucun son n'en sortit. Seulement un petit souffle étranglé qui tremblait comme la flamme d'une bougie dans un courant d'air. Tous les regards se tournèrent vers elle. Jonas tenait le miroir comme s'il était devenu plus lourd dans ses mains. Léonard la fixait, pâle et incrédule. L'inspecteur Graves fronça les sourcils, réalisant soudain que la dernière couche de vérité n'avait pas encore fait surface. Ce n'était ni Edward, ni Thomas, ni Jonas, ni Léonard, mais Lydia. Miss Marple s'approcha d'elle, avec la douceur de quelqu'un qui s'approche d'un animal blessé. Lentement, calmement, sans jugement hâtif. Sa voix ne contenait aucune accusation, mais une reconnaissance tranquille. « Lydia, dit-elle, tu te tenais près du puits le lendemain matin de la disparition d'Edward. Tu es partie à sa recherche. » Lydia secoua faiblement la tête. « Non, non, je... » « Tu as trouvé quelque chose ?» continua mademoiselle Marple doucement. « Pas Edward, pas un corps, mais quelque chose qui t'a fait comprendre qu'il n'était pas parti de son plein gré. » Un frisson parcourut Lydia de manière si visible que Léonard tendit la main pour la stabiliser. Elle agrippa sa manche, le souffle brisé. « Je ne savais pas ce que j'avais vu, je ne voulais pas savoir. » Jonas la fixa du regard. « Vous avez vu du sang ?» Lydia gémit en portant une main à sa bouche. Une tache, sur la pierre, et quelque chose accroché à une brindille, un morceau du manteau d'Edward. J'ai reconnu les coutures. Il l'avait déchiré quelques semaines plus tôt en escaladant le mur des Benson. Elle sanglota. Je savais qu'il était arrivé quelque chose. Grave fit un pas vers elle. « Pourquoi n'avez-vous rien dit ?»« Parce que Thomas m'a dit, » murmura Lydia en tremblant, « qu'Edward avait bu la veille, qu'il était tombé dans le puits et s'était noyé, que Jonas l'avait trouvé, qu'ils avaient appelé à l'aide, mais que lorsqu'ils étaient arrivés, il était déjà mort. » Les yeux de Jonas s'écarquillèrent d'horreur. « J'ai dit à Thomas que ce n'était pas vrai. »« Je sais, » sanglota Lydia. « Je le sais maintenant. Mais il a dit que vous vouliez m'épargner cette vision et qu'il avait organisé un enterrement discret dans le caveau familial d'Edward. » Graves poussa un soupir consterné. « Un enterrement fictif ?» Mademoiselle Marple acquiesça d'un ton calme et assuré. Un enterrement symbolique, une tombe sans corps, un rituel pour faire taire la culpabilité. Elle reporta son regard sur Lydia. « Et vous l'avez accepté, parce que la vérité était trop terrible à affronter. » Lydia s'effondra à genoux. « J'aimais Edward, pas assez pour le choisir, mais assez pour que l'idée qu'il meure, à cause de moi. » Elle sanglota dans ses mains. « J'ai laissé Thomas mentir. Je l'ai aidé à mentir. Je me suis convaincu que c'était par pitié, que rien de bon ne pouvait sortir de la découverte de la vérité. » Mademoiselle Marple s'agenouilla à côté d'elle, d'un mouvement doux mais précis, sans jamais imiter un geste passé, toujours dans la continuité du moment précédent. Et ainsi, dit doucement mademoiselle Marple, « Vous avez porté ce secret seul pendant des décennies, mais les secrets ne restent pas éternellement cachés, surtout ceux qui naissent près des puits. » Un frisson parcourut l'air. Léonard s'assit lentement sur l'herbe, l'air vide. « Lydia, le mot que j'ai reçu, celui qui m'a conduit au puits, est-ce que tu... » Lydia secoua violemment la tête. « Non, je n'ai jamais rien écrit. Je voulais que cela soit enterré. » Mademoiselle Marple se leva et tourna son regard vers le groupe rassemblé. « Alors quelqu'un d'autre a écrit ce dernier mot.
quelqu'un qui connaissait la culpabilité de Lydia. Quelqu'un qui l'avait vu se rendre au puits ce matin-là, ou qui en avait entendu parler. Quelqu'un qui comprenait les vœux faits par Édouard, la trahison ressentie par Lydia, la peur de Thomas, le silence de Jonas et la honte de Léonard. Graves regarda Jonas. « Vous » Jonas secoua la tête. « Non, inspecteur, je le jure. Mes notes visaient à susciter des questions, pas à obtenir des aveux. Les dernières, avant l'incident du puits, je les ai laissées. Celle que Léonard a reçue aujourd'hui, ce n'est pas la mienne. » Léonard se tourna vers Lydia. « Alors qui d'autre savait? Qui d'autre était là ce matin-là » Les larmes de Lydia se calmèrent. Elle leva légèrement la tête, comme si un souvenir venait d'ouvrir une porte longtemps restée fermée. Sa voix était faible, hésitante. « Le gardien du domaine Ferncombe, mon oncle Georges. Il a aidé Thomas à nettoyer mon ourlet boueux avant le mariage. Il m'a demandé pourquoi j'étais sorti si tôt. Je n'ai rien dit. Mais il m'a regardé bizarrement. » Graves fronça les sourcils. « Georges Ferncombe? Il est mort il y a des années. »« Oui, » murmura Lydia. « Mais il avait un fils, mon cousin par alliance, un garçon calme, toujours observateur, toujours à l'écoute. Il était réservé, mais il adorait Thomas. Il aurait fait n'importe quoi pour lui. » Les yeux de mademoiselle Marple s'adoucirent, empreints d'une profonde compréhension. « Lydia, » murmura-t-elle, « comment s'appelait-il » Elle se raidit comme si le nom lui-même lui faisait mal. « Michael » souffla Lydia. « Michael Ferncombe. » Une subtile vague d'effroi traversa la clairière. Mademoiselle Marple poursuivit doucement. Il devait être encore un enfant quand Thomas a raconté ses mensonges. Assez jeune pour les absorber, assez vieux pour en vouloir à Édouard. Assez âgé pour vous observer, Léonard, Jonas, tous ceux qui étaient liés à la nuit des vœux brisés. Assez âgé pour devenir un homme convaincu que la vérité n'avait jamais été correctement établie. Graves écarquilla les yeux. Et assez jeune pour se considérer comme son vengeur. Lydia pressa une main contre son cœur. Mais Michael a quitté le village il y a des années. Il est parti à Londres, n'est-ce pas? Mademoiselle Marple secoua doucement la tête. Il est revenu, discrètement. Pas en tant que Ferncombe, pas sous ce nom. Mais je l'ai vu ces derniers mois, toujours de loin. Un homme qui observe le cimetière, qui s'attarde près du pré. Un homme qui connaît la forme de la culpabilité et croit avoir été choisi pour en recouvrer les dettes. La voix de Graves se réduisit à un murmure. « Vous l'avez vu? Où » Mademoiselle Marple se retourna lentement, le regard tourné vers la rangée d'arbres à la lisière de la clairière. Car quelqu'un se tenait là, à demi caché. Un homme d'âge moyen, vêtu d'un manteau ordinaire et d'une casquette usée. Tout à fait banal, si ce n'était la tension autour de sa mâchoire, si ce n'était le regard froid et concentré de ses yeux, si ce n'était le petit objet qu'il tenait dans sa main. Un miroir. Déformé, ovale, identique aux autres. Léonard se figea. Lydia gémit. Jonas serra son propre miroir contre lui comme s'il pouvait le protéger. L'inspecteur Graves chercha instinctivement sa matraque. Mais mademoiselle Marple leva la main, calme, sans crainte. Elle parla avec le calme d'une femme qui avait vu la vérité se révéler tout au long de sa vie. « Monsieur Michael Ferncombe » dit-elle d'une voix basse mais indéniablement ferme. « Vous n'avez plus besoin de vous cacher. » L'homme s'avança lentement, délibérément. Son visage restait impassible, marqué par la rage silencieuse d'une culpabilité héritée. « Vous, dit-il doucement, ne pouvez pas enterrer la vérité pour toujours. » Mademoiselle Marple inclina la tête. « Non, répondit-elle. Mais vous ne pouvez pas non plus la exhumer avec cruauté. » Il plissa les yeux. Cruauté? L'acte cruel, c'était le silence. Un homme est mort.
un autre a menti. Une femme a porté la culpabilité comme un fardeau, et personne n'a dit un mot. Parce qu'ils avaient peur, dit doucement mademoiselle Marple. La peur, cracha-t-il, n'est pas une excuse. Non, acquiesça mademoiselle Marple, mais la vengeance n'est pas un remède. L'homme serra le miroir plus fort dans sa main. Quelqu'un devait parler pour lui. Et maintenant, quelqu'un l'a fait, répondit calmement mademoiselle Marple. Mais ce n'est pas un témoin que vous recherchez, c'est une punition. Pour la première fois, Michael vacilla. Vous avez piégé le commis, continua-t-elle. Pas pour le tuer, mais pour effrayer Léonard. Pour le forcer à avouer. Vous avez également attiré Jonas et Lydia. Un par un, vous avez jeté des miroirs sur de vieux souvenirs, façonnant une vérité que vous croyiez vous appartenir en propre. Michael la fixa du regard, tremblant d'une loyauté tordue acquise au fil d'une vie. Quelqu'un devait leur faire se souvenir. Non, dit doucement mademoiselle Marple, quelqu'un devait les aider à guérir. Le silence s'installa, fragile comme le givre. Dans la main tremblante de Michael, le miroir reflétait le soleil couchant, et la lumière se fractura, se dispersant brusquement sur le puits, la pierre, les visages rassemblés. Une vérité brisée, des vœux brisés, des années brisées. Sans prévenir, Michael fit un pas en arrière, vers les arbres. Graves se précipita. « Arrêtez !» Michael se retourna, le miroir levé. Mais mademoiselle Marple ne bougea pas. Elle murmura seulement « Fuir ne ramènera pas Edward à la vie, ni n'apaisera votre douleur. » Ces mots le retinrent plus efficacement que n'importe quelle prise de policier. Il se figea, le souffle court, les épaules secouées de sanglots. Mademoiselle Marple fit un pas vers lui, sa voix empreinte de la profonde douceur de quelqu'un qui voit la détresse s'embroncher. « Michael, dit-elle, l'histoire d'Edward mérite la paix, pas un nouvel acte de peur. » Le miroir dans sa main trembla. Quelque chose de fragile céda en lui. Il le baissa lentement. Et le vent, doux, solennel, presque tendre, remua une fois de plus les pétales. Michael Ferncombe resta figé au bord de la clairière, le miroir déformé tremblant dans sa main, comme s'il ressentait lui aussi l'épuisement des vérités longtemps enfouies. Le soleil de fin d'après-midi se glissa derrière un nuage dérivant, adoucissant chaque ligne du village, comme si St. Mildred's retenait son souffle. L'inspecteur Graves resta prêt à intervenir, tendu, alerte, mais n'avança pas. Léonard resta agenouillé à côté de Lydia, qui agrippait sa manche dans une fragile tentative pour se stabiliser. Jonas Whittaker resta à quelques pas derrière, le miroir qu'il portait désormais baissé par respect plutôt que par conviction. Seule mademoiselle Marple s'avança, ni rapidement, ni prudemment, mais avec la cadence régulière et mesurée d'une femme qui comprenait mieux la fragilité humaine que ceux qui la craignaient. « Michael, dit-elle d'une voix suffisamment calme pour apaiser l'atmosphère tendue, regardez autour de vous. » Il hésita, le regard vacillant. « Vous vous trouvez parmi ceux qui portent le chagrin, » poursuivit mademoiselle Marple. « Le chagrin pour Édouard, le chagrin pour la vérité retardée, le chagrin pour le mal fait involontairement, et le chagrin pour le mal fait par peur. Personne ici n'est sans regret. » Michael serra les mâchoires. « Les regrets ne réparent pas l'injustice. »« Non, » dit mademoiselle Marple avec une douce fermeté, « mais la vengeance déguisée en justice non plus. » Michael la regarda alors, la regarda vraiment. Et ce qu'elle vit dans ses yeux n'était pas de la malveillance. C'était le poids d'un chagrin hérité, aiguisé par des années de silence et transformé en une mission que personne ne lui avait confiée. Edward méritait justice, murmura Michael d'une voix rauque. Personne d'autre ne parlerait pour lui. La justice, dit mademoiselle Marple, ne peut pas naître de la vengeance, ni d'un cœur accablé par les malentendus. Vous croyiez lui rendre hommage, mais vous avez cherché à punir les vivants pour des péchés qui n'étaient
pas les leurs. Le regard de Michael se posa sur Lydia, qui se tenait maintenant debout, tremblante, soutenue par Léonard. Sa voix tremblait. « Michael, je n'aurais jamais laissé Edward souffrir. Je l'aimais. Je l'ai toujours aimé. Mais j'avais peur. Peur de faire du mal à Thomas. Peur de me faire du mal. Peur d'affronter la vérité sur les conséquences de mes choix. » Michael tressaillit. « Mon père m'a dit que Thomas t'avait protégé de la honte. » Mademoiselle Marple acquiesça. George Ferncombe a cru ce que Thomas lui a dit. Un mensonge né de la peur. Et tu as grandi en croyant le pire de ceux qui aimaient le plus Edward. Michael déglutit péniblement, les jointures blanchies autour du cadre du miroir. Alors pourquoi personne n'a rien dit? La voix de Jonas répondit derrière lui, rauque, pleine de regrets. Parce que nous étions des lâches, mon garçon. Nous tous. Même moi. J'ai vu Edward tomber. J'ai aidé à cacher ce que j'aurais dû révéler. Et j'en ai payé le prix, ici. Il appuya une main sur sa poitrine. Chaque nuit depuis. Léonard se leva lentement, toujours pâle, toujours secoué. Et moi, je me suis laissé croire qu'Edward était parti de son plein gré, parce que l'alternative était trop insupportable. Je craignais la vérité autant que Thomas. Michael le regarda, perplexe. Vous l'aimiez aussi. Léonard acquiesça, les larmes aux yeux. Oui, d'une manière que je comprenais à peine à l'époque. Et je l'ai abandonné dans la mort, parce que je craignais ce que cette vérité révélerait en moi. Le silence se fit dans la clairière. Miss Marple s'interposa entre eux, douce comme le crépuscule. « Michael, écoutez attentivement. Vous n'avez pas porté la vérité d'Edward, mais son ombre. Vous avez suivi sa douleur, pas sa dignité. Et maintenant, elle tendit la main. Il est temps de le libérer. » Michael fixa sa paume. Il trembla. Le miroir tremblait violemment dans sa main. « Lâche-le, » murmura Miss Marple. « Laisse-le reposer en paix. » Pendant un instant, Michael résista, non par défi, mais parce que lâcher le miroir signifiait abandonner le but auquel il s'était accroché toute sa vie d'adulte. Puis, lentement, avec la fragilité d'un homme rendant une arme qu'il n'avait jamais eu l'intention de brandir, il déposa le miroir déformé dans la main tendue de Mademoiselle Marple. Au moment où le verre quitta ses doigts, Michael tituba en arrière, comme si un poids invisible venait d'être retiré de sa poitrine. Son souffle se transforma en sanglots, le premier depuis longtemps. L'inspecteur Graves s'avança enfin. « Michael Ferncombe, » dit-il d'une voix ferme, mais adoucie par ce dont ils avaient tous été témoins. « Vous allez nous accompagner au poste. Vous avez déclenché une série d'événements qui ont entraîné la mort d'un homme. Mais le tribunal tiendra compte de vos intentions autant que de vos actes. » Michael acquiesça faiblement. « Je n'ai jamais eu l'intention de tuer. Je voulais seulement qu'on voie Edward. »« C'est le cas, » dit doucement Mademoiselle Marple. Enfin, Grave l'escorta, accompagné de Warren. Les villageois s'écartèrent en silence, sans hostilité ni condamnation, mais avec un sentiment complexe mêlant tristesse et pardon. Jonas se tenait la tête baissée, murmurant un au revoir à Michael alors qu'il passait. Une fois qu'ils furent impartis, Léonard aida Lydia à s'asseoir sur un tronc d'arbre tombé. Elle tremblait, mais elle était calme, comme après une tempête qui s'est calmée une fois qu'elle a déployé toute sa force. « Je ne savais pas, » murmura-t-elle. « Je ne savais pas ce que mon silence avait provoqué. » Mademoiselle Marple s'agenouilla à côté d'elle, le miroir déformé entre les mains. « La culpabilité revêt de nombreux visages, » dit-elle doucement. « La tienne est née du chagrin, pas de la malveillance. Aujourd'hui, tu as affronté la vérité qui te terrifiait le plus. C'est une forme d'expiation en soi. » Lydia y ferma les yeux. « Et Edward ? Va-t-il reposer en paix maintenant ?»
Mademoiselle Marple tourna le miroir de manière à ce que sa surface déformée reflète le ciel, un doux bleu perçant les nuages. « Oui, dit-elle, parce que la vérité, bien que tardive, a enfin été révélée. » Léonard s'essuya les yeux, la voix faible. « Et qu'adviendra-t-il de nous ?» Mademoiselle Marple se leva et tendit la main à Lydia. « Vous allez pleurer. Vous allez vous souvenir. Et avec le temps, vous vous pardonnerez. Mais il faut reconnaître le passé avant de pouvoir s'en libérer. » Jonas s'approcha silencieusement, son miroir baissé, la honte alourdissant ses pas. « Je vais me présenter au poste, » dit-il. « Je n'ai pas tué, mais j'ai fait du mal par peur. J'en répondrai. » Mademoiselle Marple acquiesça. « La justice exige l'honnêteté, Jonas. Tu l'as trouvée maintenant. » Il déglutit, acquiesça à son tour et marcha lentement vers le village. La clairière commença à se vider, une personne après l'autre. Seule Mademoiselle Marple resta près du puits, tenant le miroir d'Edward. Les pétales rassemblés à son bord bougeaient doucement dans la brise, symbolisant non plus la culpabilité, mais un vœu accompli. L'inspecteur Graves revint brièvement, son carnet à la main. « Nous fouillerons le puits de fond en comble demain. Nous récupérerons le reste des restes. Nous veillerons à ce qu'il ait un enterrement digne. » Mademoiselle Marple sourit faiblement. Edward aura ce qui lui a été refusé. Graves expira. « Je ne sais pas comment vous faites, Mademoiselle Marple. »« Ce n'est pas difficile, » dit-elle. « Le cœur humain parle toujours. Il suffit d'apprendre à l'écouter. » Alors que Graves s'éloignait, Mademoiselle Marple regarda en bas de la colline Lydia et Léonard, qui marchaient lentement ensemble. Deux vies à jamais changées par la vérité, mais adoucies par la possibilité de la paix. Elle posa délicatement le miroir d'Edward contre la pierre moussue du puits. Il ne reflétait plus la détresse, seulement le ciel tranquille, seulement la libération. Miss Marple rassembla son châle autour de ses épaules et s'engagea sur le chemin du soir, l'air du village frais et régénéré. Les pétales à ses pieds captèrent une dernière brise et dérivèrent doucement vers la verdure, ne formant plus de traînée, mais se posant là où le vent le souhaitait. Les vœux avaient été entendus. La vérité avait parlé. St. Mildred's allait respirer à nouveau.